Interview. Okej, då börjar vi. L'interview du jour. Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Yves Jeanneret qui a mené une conférence vendredi 29 septembre à la salle du conseil municipal de Luc, une conférence qui avait pour titre « La responsabilité des écrivains dans la cité, lecture de l'actualité à la lumière de l'histoire ». Je précise qu'Yves Jeanneret est professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne et que ses recherches portent sur la circulation des idées dans la société et sur les relations entre la culture et les médias. Donc la conférence qu'il nous a donnée devant près de 50 personnes faisait l'état de la position de l'écrivain dans la vie publique à partir de la déclaration, le J'accuse d'Émile Zola, et il nous a emmenés jusqu'à Michel Foucault, donc il a traversé quasiment l'intégralité du XXe siècle. Alors avant de rentrer, peut-être d'éclaircir quelques éléments de cette conférence et de la discussion qui a fait suite, et aussi de la causerie qui a suivi le lendemain, une réaction un peu générale sur Yves Jeanneret. Que pensez-vous du Diois, puisque je crois que c'était votre premier contact avec notre région? Alors, j'ai découvert le Diois, je ne connaissais pas, je connais une partie du Sud-Est parce que j'ai enseigné à l'Université d'Avignon pendant 4 ans, et ça a été une découverte absolument extraordinaire. D'abord, évidemment, j'ai été sensible à la région, dans laquelle j'ai décidé fermement de revenir, et où j'ai été accueilli chaleureusement. Mais j'ai été fasciné par cette vie à la fois sociale et culturelle, d'une intensité incroyable. Le travail qui a été fait pour préparer cette conférence par les organisateurs et aussi par le libraire qui a choisi les livres, et puis l'enthousiasme et l'intensité chaleureuse d'une discussion. D'ailleurs, j'ai fini la discussion épuisée parce que les questions étaient à la fois passionnantes et très difficiles. Pour avoir rencontré un certain nombre de conférenciers auparavant, c'est vrai qu'ils sont extrêmement surpris de l'accueil qu'ils ont dans le Diois et surtout du nombre de personnes présentes, faisant la relation souvent que les colloques en région parisienne attirent peu de gens. Est-ce que justement c'est une remarque que vous avez de même nature ? Oui, ce qui m'a frappé surtout, alors bien entendu, le nombre de personnes, parce que je sais que c'est quand même très difficile il faut se déplacer pour venir ici, il faut prendre une vraie décision. Personne ne me connaissait véritablement. Et c'est pas toujours facile de déplacer les gens dans les zones urbaines où c'est quand même souvent plus facile de venir. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est la qualité de l'écoute active. Et les gens se battaient pour poser des questions, ils avaient tous réfléchi, et il y avait on aurait pu continuer pendant 5 heures. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un dynamisme dans cet échange très intéressant. On va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ce qui permettra aux personnes qui entendent nos paroles d'aller plus loin, c'est-à-dire de découvrir cette conférence. Comment on en arrive à devenir un spécialiste des relations entre la culture et les médias ? Alors, j'ai commencé avec des études littéraires. Je m'intéressais beaucoup à la littérature. Je suis passé par l'école normale supérieure, qui était un lieu où on fait très interdisciplinaire en fait, où on fait de la philo, de l'histoire. Donc j'ai rencontré même un certain nombre des acteurs de cette vie intellectuelle à l'époque de mes études dans les années 70. Et puis, en fait, j'étais très intéressé par la portée sociale de la culture, plus par la façon dont elle se partage que par l'étude véritablement des œuvres en elles-mêmes. C'est très important d'étudier les œuvres en elles-mêmes, mais je pense que ça fait partie aussi de la génération à laquelle j'appartiens. On s'est beaucoup intéressé pour voir qu'est-ce que la culture faisait dans la société, qu'est-ce qu'elle devenait, et donc aussi comment elle circule, comment elle est partagée, ce qui est tout à fait l'objet même de rencontres comme celle-ci. Et donc j'ai travaillé sur la vulgarisation scientifique, sur les musées, sur la médiation de la littérature, et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était très important de mettre ça en rapport avec les médias
tous les dispositifs médiatiques qui sont dans une grande transformation aujourd'hui et d'essayer d'avoir, au fond, un recul critique vis-à-vis de ça. Une petite question historique, parce qu'on parle souvent des médias. À quel moment dans l'histoire apparaît ce terme de médias ? Alors le terme de média, il apparaît dans les années 30, il vient des États-Unis. Les gens de formation anglo-saxonne font beaucoup de latin, comme vous le savez. Et donc le mot média, c'est le pluriel de médium, qui veut dire intermédiaire en quelque sorte. Et il y a une théorie du rôle de ce qu'on appelle maintenant les médias. On peut dire par exemple de la presse et de la radio, qui se développent dans les années 20-30 aux États-Unis comme moyen intermédiaire entre les gens. Donc on parle de mass média, intermédiaire de masse. Petit à petit, le terme masse est tombé et les médias, c'est devenu un terme qui désigne d'une façon plus générale ce que nous on appelle dans notre jargon technique les dispositifs d'information et de communication. Par rapport justement à cette évolution assez spectaculaire qu'on vit aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les grandes étapes de cette mutation entre la relation qui était le sujet de votre conférence, c'est-à-dire les écrivains dans la cité, où tout passait par le journal, le papier, quelles sont les grandes mutations et alors peut-être c'est la question, elle est peut-être très complexe, mais vers quoi allons-nous, si tant est qu'on puisse avoir une idée de où on va ? Alors je vais avoir beaucoup plus de mal à répondre à la deuxième question qu'à la première. La première, je pense qu'il faut la prendre dans un temps assez long, sur au moins un siècle et demi en fait. Et les deux grands événements qui marquent le milieu du 19e siècle, c'est l'alphabétisation et donc la création d'une pratique de masse en fait. Et d'autre part, les liens qui s'établissent entre l'économie et le journalisme dans le milieu du 19e siècle, où va se développer quelque chose de très important aujourd'hui, qui est que pour que le journal soit vendu moins cher et qui touche beaucoup de gens, il faut vendre le lectorat aux acteurs économiques. On invente à ce moment-là la publicité, qu'on appelle la réclame. Et ça ouvre, je pense, l'ère moderne des médias, de ces rapports très compliqués entre l'économie et la culture, et aussi des médias de masse, puisque la presse, c'est vraiment les médias de masse. Alors, qu'est-ce qui va évoluer avec ça ? Eh bien, certainement la nature de ce qu'on va proposer dans les médias, et notamment l'échange qui va se faire entre l'accès à l'information et le divertissement, qui vont tous les deux s'intensifier et se spécialiser au fil du XXe siècle, les grandes évolutions technologiques, avec les médias audiovisuels, d'abord la radio qui a été très importante et puis ensuite les médias audiovisuels, et l'arrivée de l'informatique qui a permis surtout une circulation différente des objets. Et donc aujourd'hui on est dans un monde où on a une diversité très importante des sources, mais elles prolifèrent, elles sont très nombreuses. Il devient de plus en plus important de savoir les identifier, les différencier, ce qui n'était pas le problème de l'homme du 19e siècle. Et aussi, les formes sociales se sont modifiées. Les gens accordent sans doute moins d'importance globalement à une figure comme celle de l'écrivain et cherchent d'autres types d'autorités intellectuelles, parce qu'on en cherche toujours, mais peut-être, par exemple, beaucoup plus dans le partage, dans le nombre, dans les statistiques. Donc il y a aussi un univers culturel très différent. Vous me pardonnerez d'avoir été très synthétique, mais c'est difficile. Mais il y a quand même une continuité. C'est qu'aujourd'hui, Google fonctionne comme le journal du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il vend en fait tout ce qu'il peut récupérer en fait d'informations sur les gens et surtout sa capacité à les réunir. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'un lectorat, on parle d'une communauté. Et en fait, il se finance par les échanges avec l'économie, comme le faisait le journal moderne au 19e siècle. Donc il y a des continuités et des ruptures. On sait que aujourd'hui, la difficulté de la presse papier, qui est en train de vivre une période extrêmement délicate, est-ce qu'on peut envisager sa disparition à court terme ou à moyen terme? On ne le sait pas. À l'époque, puisque la conférence commence sur le J'accuse d'Émile Zola, c'est quoi, grosso modo, le panorama de la presse, les titres et puis les tirages? Alors, l'époque où Zola écrit, c'est vraiment, on pourrait dire, le point culminant du développement de la presse qui a pris de la vitesse à partir de la moitié du 19e, comme je le disais, avec ce changement très important qui est qu'au lieu d'avoir un nombre
significatif mais limité d'abonnés qui payent assez cher des abonnements, on vend au numéro et donc on tombe sur des tirages qui sont de l'ordre de 500 000, 600 000 exemplaires. On a des très importants tirages en fait pour les journaux. Et c'est aussi le moment où se multiplient les titres avec aussi une diversification. C'est-à-dire qu'on voit apparaître à la fin du 19e siècle la presse de très grand public, qui va être une presse un peu à sensation, qui va tirer à d'énormes exemplaires, comme par exemple le Petit Journal, qui est créé donc dans cette deuxième moitié du 19e, dans cette fin du 19e, mais aussi l'essor de la presse d'opinion, qui existe depuis la Révolution française, et même sans doute avant, avec des grands titres de presse d'opinion qui se créent dans ces années-là, comme l'Aurore, par exemple, ou l'Humanité, en fait, qui à l'époque est le journal du Parti socialiste. Le communisme sera en 1920, après la Troisième Internationale. Et d'autre part, une presse qui de plus en plus imite les habitudes de la presse américaine, qui est une presse alors très différente de la tradition française, parce que la presse au 18e, 19e, c'est une presse d'opinion pour défendre des idées. Et là, il y a le modèle de la presse d'information qui se veut neutre, qui veut être beaucoup plus succincte, beaucoup plus directe. Et là, des journaux comme Le Matin, par exemple, qui est créé par un Américain dans les années 1880, ou Le Temps, qui deviendra Le Monde après la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où Le Temps n'a pas été très clair pendant la période de l'occupation. Là, ce sont les journaux modernes d'information. Donc vous voyez un moment qui est à la fois extrêmement puissant, où il y a véritablement une présence importante du journal, et en même temps une diversification de ses formes. La place de l'écrivain, puisque ça a été aussi le thème de la conférence, la place de l'écrivain, l'intellectuel arrive, d'une certaine manière. Est-ce qu'il a justement aussi simplement la forme de l'écrivain? Parce que je me suis posé la question, est-ce que le monde scientifique a aussi la possibilité de s'exprimer? Est-ce que les progrès scientifiques, le progrès, puisqu'on est encore au cœur de cette idée que le progrès est l'avenir de l'homme, même si ce n'est pas présenté de cette manière, est-ce que, au-delà de l'écrivain, on y reviendra certainement, est-ce que je dirais, le progrès est présent dans les journaux? Est-ce qu'il y a une interrogation sur le progrès? Alors, tout à fait. Alors, on pourrait dire que la catégorie de l'intellectuel, c'est une catégorie qui rassemble justement, qui est inventée dans ces années. Hein. C'est juste après le J'accuse de Zola qu'on parle de manifeste des intellectuels et qu'on commence à employer le mot un intellectuel comme un nom. L'adjectif existait, mais donc c'est ce collectif de personnes qui, au nom de leur culture et de la responsabilité que leur donne le fait à la fois d'avoir des moyens d'analyse, mais aussi une audience publique, un rayonnement public fort, vont intervenir dans les intellectuels. Il y a des artistes, il y a des scientifiques, et aussi tous ces gens qui sont des gens des métiers de la culture, comme des bibliothécaires, par exemple, qui vont être présents, qui jouent un rôle très important. Donc c'est très juste. Par exemple, le directeur de l'Institut Pasteur signe le manifeste des intellectuels pour Dreyfus, et quand Romain Rolland va faire la déclaration d'indépendance de l'esprit après la guerre de 14 pour la réconciliation européenne, Albert Einstein, par exemple, fait partie des tout premiers à être en rapport avec lui, à signer ses textes. Mais on est dans un moment où l'écrivain est encore la figure dominante, en réalité, de la responsabilité intellectuelle. D'ailleurs, c'est une époque où il y a beaucoup d'écrivains qui vont fournir le personnel au monde politique, hein, Édouard Herriot, Léon Blum, etc. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, si on parle d'intellectuels aujourd'hui, on aura sans doute moins évidemment l'idée d'écrivain en tête. Donc je dirais, ce ne sont pas que des écrivains, mais celui qui va symboliser cet engagement collectif va être de façon privilégiée l'écrivain dans une culture où les médias sont encore très liés à la culture humaniste. Donc écrivain, philosophe en fait. C'est l'époque, par exemple, pour prendre juste un exemple, où un professeur de philosophie qui s'appelle Émile Chartier et qui a adopté le pseudonyme de Alain va commencer à publier toutes les semaines, puis tous les jours, une chronique dans la presse quotidienne d'une espèce de philosophie quotidienne. Donc les écrivains et les philosophes rassemblent autour d'eux aussi des personnels qui sont scientifiques.
parler d'Alain, Jean-Christophe, l'œuvre de Romain Rolland, parce que je pense que c'est intéressant que vous puissiez, même si les personnes qui écoutent cet entretien pourront le découvrir de manière peut-être plus complète dans la conférence, je pense que c'est intéressant de refaire jaillir dans cette interview la personnalité de Romain Rolland et son importance qui a complètement disparu de notre présent. Oui. Il faut rappeler d'ailleurs que Romain Rolland a été prix Nobel de littérature et pas prix Nobel de la paix, comme on le dit souvent. Et on peut considérer que dans les années 20, il était considéré comme le plus grand écrivain français, y compris par les écrivains qui aujourd'hui sont plus connus que lui, en fait. Alors c'est quelqu'un qui vient des études historiques, qui va créer la musicologie. C'est un historien de la musique, mais qui va s'engager très vite dans la littérature et d'abord dans le théâtre. Un mouvement à la fin du 19e qui s'appelle le mouvement du théâtre du peuple, qui débouchera plus tard sur le théâtre national populaire, et qui à un moment décide donc avec son ami Charles Péguy, qui crée une revue et très engagée en fait, qui s'appelle Les Cahiers de la Quinzaine, de publier par épisode dans les Cahiers de la Quinzaine un roman qu'il intitule Jean-Christophe. C'est le nom d'un musicien allemand, un compositeur allemand, musicien allemand, qui va traverser toute la société de l'époque européenne, qui ira en Italie, qui ira en Allemagne, qui ira en France, et surtout en France, et qui va être lié d'une amitié profonde avec un jeune intellectuel français qui s'appelle Olivier Janin. Et en fait, derrière ce roman, il y a tout un mouvement en fait pour un engagement humaniste vers une société nouvelle, en fait, fondée sur des valeurs de solidarité, qui va se constituer autour de ce roman. Et ce qui est très particulier et très intéressant, c'est cette publication par épisode pendant 9 ans, en 17 épisodes, de 1904 à 1912. Donc ça veut dire, si vous voulez, que l'auteur, les lecteurs vieillissent en quelque sorte en même temps que le héros et qu'ils vont vivre au fond comme une partie de leur propre vie la suite de cette lecture. Sur cette base, Romain Rolland acquiert un très grand rayonnement comme écrivain. Il est traduit dans le monde entier. Donc il a une stature européenne et il va utiliser cette stature européenne pour prendre position, un peu comme l'a fait Zola en septembre 1914, pour la réconciliation. Pas forcément pour arrêter la guerre, c'est très difficile, mais pour éviter que la haine triomphe et pour penser à l'avenir, c'est-à-dire à la nécessité de toute façon de construire une Europe. Et donc il va s'engager là-dessus, il va s'engager aussi beaucoup après la révolution soviétique dans un projet de révolution, de remise en cause du capitalisme avec beaucoup d'autres écrivains. Et il devient à partir de là une sorte de symbole personnel de la responsabilité de l'écrivain et du souci en fait des grandes valeurs de l'humanité dans un monde en crise qui va connaître le fascisme, le nazisme, la Shoah, le stalinisme. Et donc, c'est une destinée complexe, mais extrêmement riche. À travers la conférence que vous nous avez donnée, on voit au regard de l'histoire, en fin de compte, l'importance, enfin, celle qui nous donne, enfin, qui me semble être une importance de l'intellectuel. Dans un mouvement aussi, il y a un mouvement de l'histoire qui fait apparaître les idéologies, le communisme qui va être aussi un ferment, mais aussi une source de dissension. Aujourd'hui, les idéologies ont disparu, le progrès numérique fait de plus en plus sa place. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des intellectuels ? Alors, c'est très difficile. Je dirais que... D'ailleurs, on en a beaucoup parlé et j'ai beaucoup appris. Je suis parti avec beaucoup de perplexité. J'ai fait remarquer d'ailleurs aux gens qui participaient à ce débat avec moi que j'avais pas les réponses et j'entendais toutes les questions complexes. C'est assez contradictoire. C'est-à-dire, je pense que d'une certaine façon, la figure de l'intellectuel a sinon disparu, en tout cas, elle est très en crise pour tout un tas de raisons. D'abord parce que les sources d'information sont beaucoup plus multiples, elles sont concurrencées, mais aussi culturellement, l'écrivain ne représente plus du tout. Si vous voulez, un footballeur aujourd'hui est quand même beaucoup plus un maître à penser qu'un écrivain. Donc dans un contexte comme ça, on peut difficilement comparer la situation des écrivains et plus généralement des intellectuels, comme tu le disais tout à l'heure, des scientifiques, avec ce qu'elles pouvaient être dans les années 30.
Mais il y a eu un retour critique sur ce rôle très important donné à certains penseurs, dans la mesure où le siècle a été dramatique, ça a été très compliqué de trouver sa position entre la lutte contre le nazisme et puis l'enrôlement dans le stalinisme qui a démontré aussi son caractère dramatique. Donc il y a eu beaucoup de remises en cause de tous ces gens engagés. Donc les conditions de prise de parole ne sont pas les mêmes. Et en même temps, je pense qu'il y a toujours quand même une attente de la part de la société. On a parlé beaucoup du drame de Charlie Hebdo, et c'est une personne du public qui a soulevé cette question, et je trouve ça très judicieux. En fait, l'émotion qu'a suscité cet assassinat, comme d'ailleurs le fait que ces dessinateurs aient été pris pour cible par les terroristes, montre bien que c'est en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire en tant, non pas qu'écrivain, mais que créateur qui interviennent dans l'espace public, qu'ils ont été visés, et que c'est en tant qu'intellectuels qu'ils ont été défendus et qu'ils ont pris une telle ampleur, qu'ils ont suscité une telle ampleur. Alors on ne va pas discuter après de la façon dont ça a pu être récupéré, ça c'est une autre question. Mais ça prouve que ça vibre encore. Alors certainement l'intellectuel, aujourd'hui, il est beaucoup concurrencé par un monde des médias où tout le monde peut donner son avis, où on conteste assez volontiers les maîtres à penser, et même il y a une certaine volonté à rejeter tous les gens qui ont un diplôme, ont une responsabilité, une certaine volonté d'horizontalité qui ne va pas du tout avec l'idée d'être au-dessus de la mêlée. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je crois qu'il y a encore quelque chose qui fermente dans un certain besoin de sens, de valeur, qui se traduit peut-être autrement. Dans ce sens-là, on est toujours, à partir d'un certain âge, en train de se dire « c'était mieux avant hein, ». L'école, c'était mieux avant. La culture, c'était mieux avant. La politique, c'était mieux avant. Donc il y a toujours le bon grain de livret. Une analyse comme ça, à chaud, sur ce qui est le présent, en fin de compte, hein, ce qui est notre présent politique, économique, médiatique. Quelle place occupent les nouvelles technologies là-dedans et comment justement cette figure de l'intellectuel, de la réflexion, d'une certaine manière, de la manière de penser, ce que peuvent permettre des conférences telles que celles que vous avez données, quelle ligne pour le futur, si tant est que le futur est toujours incertain? Oui. Alors bon, bien sûr, c'est aventureux. Hein. Je vais prendre les choses à partir de ce sur quoi j'ai travaillé moi-même, parce que c'est tellement complexe que chacun aurait un point de vue intéressant là-dessus. Je pense qu'il y a une question de rythme, d'espace et de temps. C'est vraiment l'élément le plus important, sans doute. C'est que toutes les transformations techniques, d'abord dans l'audiovisuel et surtout avec l'arrivée de l'informatique, et surtout avec l'arrivée du réseau, c'est-à-dire l'interconnexion de tous les documents, donnent un espace extrêmement complexe et ouvert et une sorte de fascination pour la vitesse. Et donc ça... je ne sais pas, le but, c'est pas forcément de le juger, mais ça constitue forcément comme une espèce d'écosystème différent pour la pensée des intellectuels, mais aussi la pensée courante. On pense plus vite, donc on prend moins le temps de réfléchir quand même, ça, on peut le dire. On est confronté à beaucoup de sources, mais elles sont toutes mêlées les unes aux autres sur le même support. Donc il n'y a plus de différence entre la collection de la Pléiade et une brochure de promotion. Tout est relié l'un avec l'autre. Donc la donnée la plus importante, sans doute, c'est que dans ce contexte-là, il faut être d'autant plus armé pour pouvoir se retrouver dans ce contexte. Or, l'idée qui domine, pour des raisons qui sont très liées au marketing, il y a un marketing puissant pour développer toutes ces pratiques. Il y a un grand entraînement à pousser tout le monde à utiliser le plus possible tous les outils, à penser que s'il n'a pas le dernier outil à la mode, etc., il ne peut pas suivre. Dans ce contexte-là, tout le monde dit, enfin beaucoup de gens disent que c'est plus facile qu'avant. Or, bien entendu, c'est plus difficile qu'avant. C'est-à-dire que sur le plan technique, c'est beaucoup plus commode. On peut manipuler l'image, on peut se mettre en contact avec le monde entier, on peut diffuser des choses alors qu'avant, il fallait avoir une maison d'édition, par exemple. Tout ça, c'est plus facile, mais ça demande beaucoup plus de distance critique pour distinguer les sources, pour comprendre vraiment les choses. Et donc ça, c'est peut-être le premier point. Il y en a un deuxième, c'est que les statistiques et les algorithmes dominent tout maintenant.
Et donc la quantité l'emporte systématiquement sur la qualité. Alors la doctrine de Google et d'autres acteurs, c'est de dire que la quantité va avec la qualité parce que les gens sont intelligents, donc ils choisissent toujours ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas s'ils auraient choisi la recherche du temps perdu et la théorie de la relativité. Donc, si vous voulez, il y a quand même un privilège du quantitatif qui fait que nous avons tendance à être poussés à refaire toujours ce que font tous les autres ou à refaire ce que nous avons toujours déjà fait. Donc, encore une fois, seule une distance critique peut permettre de faire que ces outils qui ont un énorme potentiel soient entre nos mains et pas nous pris dans les filets en fait de la technique. Si nous ne sommes pas pris parce que nous sommes des adultes qui pensons, le croyons-nous, il en est autre chose des enfants. Donc, quelle place de l'éducation dans tout ça ? En me posant cette dernière question, en fait, vous m'aidez à répondre complètement à la précédente parce que vous m'aviez demandé aussi pour l'avenir quelle piste. C'est clair que d'une façon ou d'une autre, l'apprentissage d'une culture critique de ces outils qui nous permettent, mais comme tous les outils avant, parce qu'il y a des gens qui peut-être ont été trop fascinés par le livre et la bibliothèque et sont devenus au fond un peu prisonniers d'une certaine culture livresque. Alors c'est pareil, aujourd'hui on peut être prisonnier de l'efficience de ces outils. Ces outils sont très efficients. Donc ils nous donnent l'impression qu'on n'a pas besoin d'apprendre, que ça va tout seul. On pourrait dire ils nous donnent la réponse avant qu'on ait posé la question. Donc, effectivement, c'est un projet très important et primordial, c'est le plus important, de faire en sorte que quand on va introduire ces outils dans l'école, parce qu'on les introduira, parce qu'on le fait d'ailleurs, parce qu'ils sont partout maintenant, ils sont dans tous les foyers, on essaye de pas simplement cultiver une habileté technique, mais de prendre un recul historique, comprendre ce que c'est qu'un document, apprendre à un peu décrypter comment ça fonctionne. Ce sera une condition absolument majeure de la citoyenneté. Alors, c'est pas facile. Parce que l'école n'est plus, je vais vous choquer, mais ce n'est plus l'institution dominante de l'enseignement en France. L'enseignement, il est assuré par le marketing, il est assumé par le discours promotionnel, il est assuré par tout ce qui circule dans les médias. Et en fait, les gens qui travaillent à l'intérieur de l'école doivent tenir compte du fait qu'il n'y a pas la même autorité intellectuelle à l'école qu'il pouvait y avoir avant. Même si, comme vous l'avez dit, il ne faut absolument pas avoir la nostalgie d'un monde qui aurait été avant parfait. Mais c'est sûr que l'école, aujourd'hui, c'est une toute petite institution dans la société. Donc, il faut qu'elle fasse ce qu'elle peut. En réalité, ça ne se décrète pas. Et il y a énormément de gens qui font des projets, qui sont soutenus d'ailleurs aussi, plus ou moins, bien sûr, et qui donc expérimentent des façons, non pas d'aller contre cette nouvelle forme de pensée qui est liée au rythme et à l'espace des nouveaux médias que les jeunes pratiquent, mais de faire en sorte qu'il y ait une réflexion et une recherche de maîtrise, de distance, d'interrogation sur la façon de les utiliser. Eh bien, c'est sur ces mots d'espoir que nous allons nous séparer. Et donc, j'invite les personnes qui ont suivi notre entretien à poursuivre la découverte des propos d'Yves Jeanneret à travers la conférence qui va suivre. À bientôt. Interview. Okej, då börjar vi. L'interview du jour.